Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Daredevil Born Again. Et contrairement à l'épisode 7 qui m'a laissé un petit goût amer, celui-là, non mais quelle folie, j'étais pas prêt. Avant toute chose, et comme toujours, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une vidéo 100% avec des spoilers. Par conséquent, si tu n'es pas à jour sur Daredevil Born Again, je te conseille de partir de la vidéo et de revenir quand tu seras à jour. On commence avec un plan sur une fleur bleue, plan qui sera dézoomé au fur et à mesure pour comprendre qu'il s'agit du point de vue de Benjamin Poindexter, aka Bullseye, toujours détenu en prison. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'épisode, nous aurons des nuances de bleu lorsque le personnage sera mis en scène. Dans un premier temps pour contrebalancer avec Daredevil et ses nuances de rouge, mais aussi pour rappeler le bleu de son costume dans les comics. Il s'agit d'un choix artistique du showrunner Dario Scardapane, qui a remplacé Chris Hord et Matt Corman, qui avait fait la première ébauche de la série, ébauche qui n'avait pas plu à Kevin Feige au départ car il l'a jugé trop éloigné de la version originale de Netflix. Et pour la petite anecdote, c'est Scardapane qui a réalisé les épisodes 1, 8 et 9 de la série, et c'est donc grâce à lui qu'on a retrouvé Foggy, Karen et Bullseye. Merci Dario. Bref, alors que Dex était placé sous haute sécurité jusqu'à son appel, il est transféré dans le quartier commun des détenus. Il s'agit là d'un coup de Fisk qui veut se débarrasser de lui, ce qui ramène à la saison 2 de Daredevil sur Netflix où Fisk fait exactement la même chose avec Frank alors qu'ils avaient conclu un marché ensemble. On enchaîne ensuite avec les Fisk où Wilson explique à Vanessa qu'il a obtenu les financements nécessaires dont il avait besoin pour le port de Red Hook et que rien n'aurait été possible sans elle qui a repris les commandes de la pègre pendant l'absence de son mari. On comprend aussi au passage que Vanessa était bel et bien du côté de Wilson et qu'elle a bien prévenu son mari de l'assaut raté de Luca qui voulait reprendre le trône. Ainsi, pensant qu'ils sont de nouveau sur la même longueur d'onde, Wilson décide de dévoiler la cachette où il détenait Adam, l'ancienne amante de Vanessa. En parallèle à cela, Heather s'exprime sur son traumatisme d'avoir tué Muse auprès de Matt et déclare que c'est elle qui s'est sauvée toute seule et que Daredevil était seulement là pour se battre contre Muse et rien d'autre. Et encore une fois, je le dis, mais bordel, je déteste ce personnage de Heather. Et alors que les deux expriment leur point de vue sur les justiciers, quelqu'un se met à frapper à la porte. Retour encore sur les Fisk où Vanessa découvre son ancien amant enfermé, la suppliant de le délivrer. Et au passage, on a un nouveau plan encore sur le tableau que Fisk avait acheté à Vanessa dans la saison 1 de Daredevil, Lapin dans une tempête de neige, qui avait été entaché de sang suite à l'affrontement entre Fisk et Daredevil dans la saison 3. Fisk montre à Vanessa qu'il n'a pas tué Adam, même s'il en mourrait d'envie, on va pas se mentir, et lui déclare une nouvelle fois tout en se montrant plus vulnérable que jamais, qu'il ne peut pas s'imaginer sans elle, et encore moins avec un autre homme comme Adam. Et d'ailleurs à ce moment-là, il tient un discours très similaire à celui du Fisk d'Into the Spider-Verse, qui avait perdu sa Vanessa et son fils Richard à cause d'un accident de voiture. Vanessa va alors trouver la clé de la cellule de son ancien amant et s'interroger sur le fait de le libérer ou non. On repasse ensuite à Matt et Heather. Matt ouvre la porte et découvre qu'il s'agit de Buck, qui vient de la part de Fisk, qui lui transmet une invitation pour son gala en profit de la revitalisation du port de Red Hook. Buck lui explique qu'il a souhaité l'inviter en gage de dédommagement suite à l'agression de Muse sur sa personne. Matt demande alors comment il savait qu'il pourrait trouver Heather chez lui, ce à quoi Buck répond que le maire s'intéresse beaucoup à ses concitoyens, ce qui laisse sous-entendre que Fisk garde un œil sur Matt depuis le début. Alors que Buck part, Matt comprend que Fisk est le patient de Heather et insiste sur le fait qu'il est dangereux et qu'il a potentiellement choisi d'avoir Heather comme thérapeute pour avoir un moyen de pression sur Matt. Matt insiste sur le fait que Fisk veut se servir de l'histoire d'Heather pour influencer l'opinion des gens, ce à quoi Heather ne voit pas de problème puisque suite à cette mésaventure avec Muse, elle est d'accord sur le fait que les justiciers représentent une menace. Elle propose alors à Matt de l'accompagner comme elle peut emmener quelqu'un avec elle, ce à quoi Matt se résigne dans le but de surveiller son vieil ennemi. Enfin, pour terminer cette succession de parallèles intenses entre les deux couples, Vanessa s'approche de la cellule de Adam et alors qu'on aurait pu penser qu'elle le délivrerait, elle dégaine un flingue et abat de sang-froid son ancien amant. Et là, je vais pas vous mentir, je pensais clairement pas qu'elle ferait ça. Depuis le début, j'étais persuadé qu'elle en voudrait à Fisk et qu'une guerre éclaterait entre les deux. Du coup, bravo Marvel pour cette première surprise. Parce que oui, ça a été la première surprise. Et suite à cela, Fisk jure à sa femme qu'il ne partira plus jamais et qu'ils resteront soudés ensemble. On repasse à Matt qui retourne à son cabinet pour entendre un de ses clients sur une affaire et se fait engueuler par Kirsten au passage à cause de son retard. Alors qu'elle explique à Matt la raison pour laquelle leur client les a convoqués en urgence, elle stipule à Matt que Poindexter a été transféré chez les prisonniers de droit commun sous la directive de Fisk. Elle lui précise également que Poindexter souhaite s'entretenir avec lui. Retour à Fisk qui réunit son équipe
l'équipe, encore un parallèle avec Matt qui est lui-même convoqué pour une réunion de crise, et ce dernier se réjouit de l'efficacité de son unité d'élite, qui depuis sa présence a fait chuter les crimes de justiciers de 30%. De plus, les médias relayent en masse les infos sur cette unité d'élite, et ce grâce à Daniel qui avait intimidé auparavant Bibi Yorick pour qu'elle tarisse des éloges sur le groupe d'intervention de Fisk. Ainsi, Fisk va décider de faire monter en grade Daniel et de le promouvoir au poste d'adjoint au maire en charge de la communication, ce qui ne va pas plaire à Sheila qui va s'opposer à cette décision, jugeant le jeune homme trop expérimenté encore pour ce poste. Et bien évidemment, comme à son habitude, Fisk n'en aura rien à foutre de son avis et reviendra sur le fait que ce bureau était bel et bien à Fiorello LaGuardia, le 99e maire de New York, que Bill Fisk, le père de Wilson, admirait énormément. Et d'ailleurs, ce commentaire montre que la relation entre Wilson et Vanessa s'améliore depuis le meurtre d'Adam. Retour à Matt qui s'entretient avec Monsieur Madison, son client, aux côtés de Kirsten, et alors que le client déclare qu'il n'était au courant de rien concernant les détournements de fonds auprès d'enseignants, Matt utilise ses capacités extrasorielles et entend au battement de cœur de son client qu'il ment. Cela va faire péter un câble à Matt qui va lui faire comprendre qu'il sait très bien qu'il ment et qu'ils ne peuvent pas le faire aller à la barre en sachant qu'il dit des mensonges. L'avocat va alors insister en disant à son client de revenir quand il sera prêt à plaider coupable. Kirsten va alors choper Matt pour lui demander quelle mouche l'a piqué, ce à quoi l'avocat va répondre qu'il a eu une prise de conscience et qu'il n'aurait jamais dû défendre Madison. Matt déclare aussi qu'avec tout ce qui s'est passé, il a de nouveau du mal à croire en l'efficacité de la justice actuelle et qu'il a l'impression que tout ce qu'ils font à travers leur job est complètement inutile. Matt va alors prendre l'air et se rendre chez Josie, qui l'accueillera dans son bar qui est encore en piteux état suite à l'attaque. Les deux vont alors boire des shots et se confier mutuellement suite à l'attaque de Bullseye avant d'être rejoint par Cherry. Cherry va souligner le fait que Matt choisit le pire moment pour redevenir un justicier au vu des actions de Fisk, qui redore son blason avec son unité d'élite. Et Matt précisera à Cherry que Fisk a mis Bullseye en quartier commun avec les autres détenus. Matt indique également à Cherry que selon lui, il manque une pièce cruciale au puzzle concernant l'assassinat de Foggy, mais il n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est alors que Josie revient avec une bouteille du dernier whisky que Foggy a consommé avant sa mort. Et d'ailleurs, c'était la dernière commande de Josie avant l'attentat. Et en remettant tous les détails ensemble, Matt comprend que Foggy fêtait en avance sa future victoire sur le procès de Benny Cafaro, le criminel qui avait volé des caisses de vin extrêmement chères qui allaient être acquittées. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il a volé ces fameuses caisses de vin? Dans la zone de Red Hook. Vous commencez à venir voir la douille? Bref, Matt va ainsi quitter le bar et aller à la rencontre de Bullseye pour obtenir plus d'informations et avoir toutes les pièces du puzzle. Alors que les deux ont un échange très intense, Matt fait comprendre à Dex qu'il sait que ce n'était pas qu'une simple histoire de compte à régler, mais qu'il y avait bel et bien un commanditaire derrière tout ça. Dex, dont la vie ne tient qu'à un fil depuis qu'il est avec les autres détenus, propose un marché à Matt. Il lui dira qui l'a embauché si Matt fait le nécessaire pour le libérer. Mais Matt choisira plutôt de fracasser la gueule de son ennemi sur la table plutôt que de l'aider avant de repartir. On passe alors au gala organisé par les Fisk, gala qui se trouve être sous la surveillance et la protection de la task force de Wilson. Sheila et Daniel vont s'entretenir concernant la promotion de Daniel et sur le fait qu'il ne le juge pas encore apte pour ce poste, ce à quoi il lui répondra qu'il n'en a strictement rien à battre avant de se diriger vers Bibi. Désolé, mais le personnage de Sheila ne sert à rien hormis se faire rembarrer. Daniel va s'excuser d'avoir menacé la jeune femme pour qu'elle fasse la promotion de l'unité de Fisk tout en lui parlant de sa promotion. Puis on se redirige sur Jack Duquesne, aka Swordsman, qui part à la rencontre d'Artemis, la femme mondaine qu'on avait vue dans l'épisode 6 avec le justicier Bretter. Jack demande à la riche femme si elle est venue seule, ce que la femme confirme en indiquant qu'elle ne sait pas où est son mari. Et vu comment elle a l'air tendue, je pense que Fisk l'a menacée et je pense même qu'il détient son mari pour la faire chanter et exercer une emprise sur elle dans le but d'avoir son soutien. Entre temps, le couple Fisk débarque, Wilson habillé en blanc comme dans les comics et Vanessa vêtue d'une robe rouge. Et ça d'ailleurs, je pense que ce n'est pas anodin, d'autant plus sachant la thématique de la soirée qui était noir et blanc, mais ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Retour sur Bullseye qui est à l'infirmerie pour se faire recoudre la plaie sur le front. Alors que le gardien allait le ramener en prison, Dex s'affiche avec un grand sourire et montre qu'il a perdu une dent avant de s'en servir comme projectile pour crever l'œil du gardien. Ainsi, une fois qu'il a défait ses menottes, il attrape une paire de ciseaux et tue le gardien et le médecin, avant de s'enfuir de Rikers avec la tenue du gardien, le tout sous des teintes de bleu encore une fois. On passe ensuite à Heather qui a cherché à contacter Matt, en vain pour l'instant. Elle est ensuite approchée par Vanessa qui la remercie de les avoir aidés elle et Wilson à se rabibocher et qui lui explique qu'ils n'auront plus besoin de continuer la thérapie avec elle. C'est alors que Matt va débarquer au gala, dans un premier temps pour accompagner Heather, mais surtout pour récupérer les éléments manquants à l'affaire Foggy. En se retrouvant, les deux se disputent de nouveau avant que Matt ne focalise son attention sur la conversation entre Fisk et Jack Duquesne. Les deux échangent concernant le projet
projet de rénovation de Red Hook et Fisk demande à Jack combien ce dernier serait prêt à donner pour le projet. Et alors que Jack allait refuser, Fisk met sur le tapis qu'il est au courant que son opposant n'est nul autre que Swordsman et qu'il est prêt à envoyer son unité d'élite contre lui s'il ne contribue pas à son projet. Alors que les deux hommes sortent de leur entrevue, un homme qui s'avère être un journaliste prend Fisk en photo, ce qui va le contrarier, et il va envoyer l'officier Powell pour s'occuper de lui. Le commissaire Gallo va tenter de s'interposer entre les deux, mais Powell ne l'écoutera pas puisqu'il reçoit des ordres que de la part de Fisk et mettra la main du journaliste dans de l'huile bouillante. Alors que le commissaire retourne dans la salle principale, Bibi quitte Daniel et l'interpelle dans le but de s'entretenir avec lui. Et alors que Gallo croit que Bibi est du côté de Fisk du fait qu'elle ait fait l'éloge de son unité d'élite à travers les médias, il lui indique que Fisk était le principal suspect concernant le meurtre de Ben Urich, l'oncle de Bibi. Et suite à leur échange, les deux vont former une sorte d'alliance, Bibi donnant une carte à Gallo précisant qu'elle utilise parfois d'autres pseudos pour publier ce qu'elle a à publier. Et Gallo propose à Bibi de lui faire passer les fiches sur les policiers qui composent l'unité d'élite de Fisk. Retour sur nos deux tourtereaux Matt et Heather, MDR, qui continue à se foutre sur la gueule, Matt insistant encore sur le fait que Fisk est passé par Heather pour l'atteindre lui personnellement, et va ainsi le montrer à sa compagne en allant voir directement le principal concerné. Fisk, en le voyant, se fige en chopant limite Cole North par le callback, mais est sauvé par le projecteur qui se braque sur lui, incitant le couple Fisk à inaugurer leur première danse de la soirée. Les deux se mettent alors à danser, et alors que Fisk recroise le regard de Matt, le son se distend pour ajouter encore plus de tension entre les deux personnages, et ça j'adore, c'est le genre de petits détails que j'aime énormément et qui rajoute encore plus d'impact. Matt ne tient plus en place et va ainsi se lancer sur la piste avec sa compagne. Et à ce moment précis, un autre petit détail que j'adore. Fisk rigole et chuchote « Qu'est-ce que tu croyais trouver, Daredevil ? Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu ». Sachant pertinemment qu'au vu du bruit ambiant et de la musique, seul Matt serait capable d'entendre les mots du caïd. Matt va alors dire à Heather de prendre ses précautions au cas où il se passerait quelque chose, et au même moment, Buck reçoit un appel d'un des gardiens corrompus de Fisk qui lui dit que Bullseye s'est échappé. Buck va voir Fisk pour le prévenir de l'évasion de Dex, et Fisk fait en sorte d'augmenter la sécurité tout en restant discret. Suite à cette déclaration, Vanessa se braque et commence à dire à son mari qu'elle a un aveu à lui faire. Matt entend alors au même moment le rythme cardiaque de Vanessa s'accélérer intensément et comprend alors que c'est Vanessa qui était derrière toute cette histoire suite à l'absence de Wilson. Il va alors se diriger vers les Fisk pour prétexter un échange de partenaires et ainsi danser avec Vanessa pour lui dire qu'il sait absolument tout. Cette dernière va chercher à se débattre pour s'enfuir, mais Matt n'en a pas fini avec elle. Fisk, qui lui est avec Heather, va indiquer qu'il trouve le compagnon de cette dernière agité et qu'il n'est pas bon de garder des secrets pour soi, montrant qu'il est prêt à révéler l'identité secrète de Matt. S'enchaîne un ultime parallèle entre Matt Vanessa et Wilson Heather, où Matt va demander si Wilson est au courant des agissements de sa femme et de son implication dans le meurtre de Foggy, ce à quoi Vanessa demandera à Matt si Heather sait qu'il est Daredevil. Et Wilson de son côté demande à Heather si ça ne lui est pas paru suspect qu'il s'intéresse autant aux justiciers de manière générale. Mais alors que Matt allait dénoncer les méfaits de Vanessa à son mari, il entend le cliquetis du fusil de Bullseye qui s'apprête à tirer sur Fisk et fait rempart pour le protéger. Et ça d'ailleurs, pareil, je n'étais pas prêt pour ça. Les Fisk sont évacués par l'unité d'élite qui s'apprête à canarder Bullseye pendant que Matt gît sur le sol avec Heather à ses côtés. Voilà pour la partie review, on va maintenant passer à mon avis et aux possibles théories que j'ai en tête pour l'épisode final de la semaine prochaine, ainsi que la saison 2. Eh bien écoutez, je pense qu'il s'agit de l'un des meilleurs épisodes de la saison, si ce n'est peut-être le meilleur épisode selon moi. Et ce parce qu'il s'est révélé plein de surprises, notamment concernant le personnage de Vanessa, qui au final ne gérait pas que la partie financière du crime organisé, mais bien l'ensemble des activités du caïd pendant son absence, allant jusqu'au meurtre prémédité de Foggy, sans parler du meurtre de sang-froid de son ancien amant pour prouver sa loyauté envers son mari. Je trouve aussi qu'il s'agit de l'épisode le mieux réalisé pour l'instant, car même s'il y a quelques facilités scénaristiques, notamment vis-à-vis de l'enquête de Matt, il regroupe toutes les pièces du puzzle et ne laisse aucun détail de côté, sans parler de l'esthétique de l'épisode, avec notamment les nuances de bleu lorsque Bullseye entre en action, qui sont là pour contrebalancer les nuances de rouge de Daredevil, étant donné que ce sont deux couleurs opposées, mais aussi pour faire un rappel, comme je disais, du costume de l'antagoniste dans les comics. Et toujours concernant l'esthétique, j'ai beaucoup aimé le plan où Matt se concentre pour focaliser Bullseye qui devient plus large avant de se resserrer, insinuant que Bullseye est bien focalisé sur sa cible. Wilson de son côté continue d'étendre son influence en menaçant de plus en plus de monde comme Jack Duquesne, que je ne pensais pas revoir de nouveau dans la série, ainsi que probablement Artemis Sledge, la femme mondaine qui s'opposait au plan de Fisk et qui,
bizarrement a changé complètement de bord. Quant à Matt, on comprend bien qu'il ne croit plus du tout en la loi actuelle et que maintenant elle est complètement contrôlée par les voyous, ce qui va le conforter sur le fait d'avoir reporté le costume après une longue pause. Bref, j'ai énormément apprécié l'épisode et comme je vous le disais avant, je commence à avoir certaines théories en tête concernant la suite. La première, c'est que selon moi, Heather va mourir peu de temps après avoir découvert la vérité sur Matt. Fisk était sur le point de lui révéler avant l'attaque de Bullseye, mais je pense qu'elle va tout de même l'apprendre durant l'épisode final. Surtout qu'entre le fait que les Fisk n'ont plus besoin de la consulter, que Muse est mort et que Matt n'est plus en phase avec elle, le personnage n'apporte plus rien à personne. Et c'est pas plus mal parce que comme je vous ai dit, elle me gonfle. Par conséquent, je pense qu'elle pourrait finir par mourir et notamment de la main de Fisk, et ce pour une raison qui m'emmène à ma deuxième théorie, Vanessa va elle aussi mourir à la fin de la saison. J'y crois même davantage comparé à la mort de Heather, il y a selon moi quelques indices qui tendent vers ce point. Premièrement, le fait qu'elle soit finalement impliquée dans toute l'intrigue de cette saison de Born Again, mais aussi le fait que Fisk insiste sur le fait qu'il ne survivrait pas sans elle. Je pense que la mort de Vanessa aurait un sérieux impact sur Fisk, qui deviendrait encore plus menaçant et dangereux pour la suite dans le MCU, et il éprouverait encore moins de pitié qu'en temps normal. Deuxièmement, son choix vestimentaire pour le gala. La thématique est le noir et blanc, et c'est la seule personne à porter du rouge. Or, on le sait, dans les films et séries, le choix des couleurs peut s'avérer très important et avoir des significations bien particulières. Le rouge est la couleur du pouvoir, ce qui est bien mis en avant dans cet épisode du fait qu'on découvre qu'elle est derrière le meurtre de Foggy, mais aussi parce qu'elle contrôlait la pègre pendant l'absence de Wilson. Mais il représente aussi et surtout le sang, et c'est ainsi la raison pour laquelle elle se démarque des autres personnes du gala, car elle est la réelle cible de Bullseye. Enfin, la dernière raison qui fait que je pense qu'elle va mourir, ce sont les comics. On le voit bien, Born Again adapte énormément de scènes des comics. La preuve encore dans cet épisode avec notamment la scène où Bullseye récupère sa dent pour tirer sur le gardien. Et bien justement dans les comics, Vanessa, qui était malade, fait ce genre de magouille dans le dos de son mari pour se venger de lui et de Daredevil, qu'elle accuse tous deux d'être responsables de la violence omniprésente dans sa vie. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'à cause de tout cela, elle a tué Richard, son fils, qui cherchait à se rebeller contre son père, ce qui a traumatisé la femme du Caïd. Là, ce n'est pas Richard qu'elle tue dans la série, mais Adam, son ancien amant, et au final, elle aurait pu le tuer parce qu'elle n'en pouvait plus de la situation actuelle. Ce qui fait que Matt la confrontera pour avoir ses aveux et sa dernière volonté avant de mourir. Par conséquent, je pense vraiment que la mort de Vanessa est inévitable pour la suite. Et enfin, dernière théorie qui va faire énormément plaisir aux fans, je pense, et qui a justement un rapport avec Vanessa, c'est que je pense que Foggy va bel et bien revenir dans la saison 2, voire même qu'il pourrait apparaître en caméo du dernier épisode de la saison 1. Et si je dis que Vanessa a un rapport avec tout cela, c'est parce que justement dans le comics La vie secrète de Foggy Nelson, c'est également elle qui commandite le faux meurtre de Foggy, avant de le placer sous protection chez le FBI, pour ensuite le faire relâcher sous un autre nom, Everett Williams, avant de mourir une fois toutes ces magouilles achevées. Par conséquent, la théorie qu'on relayait au début de la saison comme quoi il pourrait être en vie et se cacher, se profile de plus en plus. Par conséquent, affaire à suivre. Et voilà les beignets, cette review de l'épisode 8 de Daredevil Born Again est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un immense pouce bleu, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager la vidéo en masse. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, eh bien je vous dis bye les beignets.